Bonsoir à tous. En ce début de XXIe siècle, c'est nos années 20, c'est peu dire que la période que nous vivons depuis quelques années est une période compliquée. C'est peu dire que nous aimerions comprendre quels sont les enjeux de ce qui se joue dans plusieurs endroits du globe et ce qui pourrait advenir. Quel espoir pour les démocraties? Quel espoir pour le monde? Notre invité de ce soir est l'homme de la situation. Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, c'est l'un de nos plus brillants experts en matière de géopolitique, c'est l'un de nos meilleurs spécialistes des questions de sécurité internationale. Dans son dernier essai, brillant, très brillant, La guerre du monde, le retour de la géopolitique, le choc des empires, il donne de précieuses clés de lecture. Il va nous en livrer quelques-unes ce soir. J'accueille Bruno Tertré. En courant, s'il vous plaît. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un peu en voisin que vous venez, puisque je ne sais pas si beaucoup de gens le savent dans l'assistance, mais vous avez été élève du lycée Louis Barthou en face. Et oui, j'ai revu avec émotion les fenêtres du lycée Louis Barthou que j'ai connu il y a bien longtemps en classe de seconde, voilà, pour devenir ensuite parisien, mais j'ai été palois pendant 2 ans et j'en ai d'excellents souvenirs encore aujourd'hui. Bah, très bien, il faudra qu'ils mettent une plaque commémorative bientôt. C'est un peu tôt. Hein. Merci. Bruno Tertré, je le disais dans cette petite introduction, effectivement, il se passe des choses bien complexes. Votre livre est sorti il y a quelques semaines avant le 7 octobre. Juste avant. Oui. Exactement. Donc vous n'évoquez pas ce qui se joue aujourd'hui en Israël, le conflit entre le Hamas et Israël. Comment, à la lecture de ce que vous écrivez sur cette tectonique des plaques, ces néo-empires, comment lire ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Je vais vous dire forcément que j'avais raison, que j'avais vu juste, mais je vais vous dire pourquoi. Et puis peut-être, surtout, je vais vous dire ce qui est moins facile d'accès, c'est qu'on a peut-être des raisons d'espérer aussi dans ce domaine. Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé le 7 octobre, je ne vais pas le raconter ici, je ne vais pas vous raconter, on le sait tous maintenant malheureusement. Mais ce qui se passe là, c'est une nouvelle démonstration, à mon sens, du fait qu'on a dans le monde 4 néo-empires, je parle de la Russie, de la Chine, de la Turquie et de l'Iran, qui ont décidé de renverser l'ordre international et notamment de s'en prendre de manière parfois extrêmement violente aux démocraties. Le Hamas, ce n'est pas la Chine. Bon. On est d'accord. Mais derrière le Hamas, il y a une organisation qui s'appelle les Frères musulmans. Ce n'est pas l'organisation des Frères musulmans qui a téléguidé l'attaque, mais le Hamas est issu de la mouvance des Frères musulmans. Derrière le Hamas, il y a l'Iran. L'Iran qui est un de ces 4 néo-empires. Ce n'est pas Téhéran qui a décidé, qui a appuyé sur un bouton pour dire maintenant il va falloir attaquer Israël. Mais l'Iran soutient le Hamas et a peut-être eu un rôle d'encouragement, nous ne le savons pas encore, dans ce qui s'est passé le 7 octobre. La Turquie, un des 4 néo-empires, n'a évidemment rien à voir avec l'attaque du 7 octobre, mais l'AKP, le parti au pouvoir à Ankara, est un parti qui est lui aussi issu de la même mouvance des Frères musulmans. Et on voit à quel point la Turquie a depuis quelques années une stratégie d'extension de son influence et même de son territoire, puisqu'en mer, la Turquie avance ses pions, notamment en Méditerranée orientale. Et Erdogan, on parlera aussi de l'attitude d'Erdogan. Et Erdogan, justement, à propos de Gaza, Erdogan a un passé à propos de Gaza. Souvenons-nous qu'en 2011, la Turquie de M. Erdogan avait organisé, soutenu une opération qui s'appelait Une flottille pour Gaza, qu'il avait amené à un clash d'ailleurs très, très sévère. Enfin, cette opération de flottille avait provoqué un clash très sévère avec les forces israéliennes. Tout ça pour vous dire que ce qui se passe à Gaza, en Israël depuis le 7 octobre, bien sûr, c'est un événement sui generis. C'est une initiative du Hamas avant d'être soutenue par tout autre pays. Mais c'est quelque chose qui se replace assez bien dans la grille de lecture qui est celle que j'appelle la revanche des néo-empires. En tout cas, ça n'est absolument pas sans lien avec effectivement cette grille de lecture que je propose. Quelle est cette guerre des mondes qui est le titre de votre dernier essai ? Alors, la guerre des mondes, c'est évidemment... il faut choisir un titre un peu sexy pour les bouquins, sinon ça ne se vend pas. Regardez. Mais
évidemment, le titre n'est pas artificiel. Un auteur que j'aime beaucoup, dont je m'inspire de manière très, très humble, Raymond Aron, a dit un jour, il a écrit... Que vous citez souvent. Je le cite beaucoup dans le livre, Oui. mais à bon escient, j'espère. Et puis, je suis dans une filiation intellectuelle avec Raymond Aron et Pierre Asner, donc c'est quelqu'un que j'ai évidemment beaucoup lu, Aron. Et Aron a écrit un jour, « Il m'est arrivé d'écrire un livre parce que j'avais trouvé un titre. » Alors, si quelqu'un d'aussi grand, moi je suis tout petit, que Raymond Aron dit ça, j'ai mieux compris pourquoi, à certains moments, quand on écrit des bouquins, on a le titre et là, on sait qu'on va écrire le livre. Et là, j'avais envie d'écrire un livre de géopolitique, j'avais quelques idées. Et puis, à un moment, c'est une colonne vertébrale, un peu. À un moment, on trouve la colonne vertébrale, elle se construit, et on dit, je vais ouvrir les... Et là, cette idée de la guerre des mondes, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas dans une nouvelle guerre froide, même si ça y ressemble à certains égards. On est dans quelque chose qui va s'affronter, pas forcément militairement, mais en tout cas qui va voir une rivalité de plus en plus forte entre deux ensembles de familles de pays. Une famille plutôt démocratique et libérale et une famille plutôt autoritaire. Voilà. Ce ne sont pas des blocs, ce ne sont pas des ensembles. Il n'y a pas d'un côté des démocraties pleines et entières et de l'autre côté des fascismes et des dictatures. On a d'ailleurs des pays qui sont un peu à la frontière des deux, justement, comme la Turquie. Mais, pour moi, se dessine de plus en plus clairement cet affrontement, cette rivalité, dont font partie, bien sûr, les néo-empires dont je parle, avec notamment la Chine, la Russie et l'Iran, qui forment ce que j'appelle la nouvelle alliance des trois empereurs, comme ce qu'on évoquait au début du XXe siècle. C'est un affrontement qui va durer. Les analogies Alors, il y a beaucoup d'analogies dans le livre. J'emploie beaucoup de titres de séries. Je parle du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones, mais ce n'est pas de manière artificielle. Je peux vous citer des scènes entières de ces séries qui sont littéralement en train d'être rejouées aujourd'hui dans la géopolitique. Par exemple, le jour où Vladimir Poutine, il y a à peu près un an, réunit les dirigeants des pays d'Asie centrale et leur distribue à chacun les anneaux de pouvoir. Oui, c'est vrai, vous racontez cette scène. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et j'avais déjà commencé à parler du Seigneur des Anneaux. Alors pardon pour ceux qui ne sont pas totalement familiers de ce grand classique de la littérature fantasy, comme on dit aujourd'hui, mais cet ouvrage de Tolkien a quand même une certaine ancienneté, c'est un quasi-classique, simplement ça a été remis au goût du jour par des films qui ont été réalisés il y a une quinzaine d'années. Et donc, ça n'est pas la guerre froide, c'est quelque chose qui ressemble un peu, mais c'est un nouvel affrontement qui se dessine, qui va durer très longtemps, sans doute plusieurs décennies, à moins qu'il y ait un accident, on en reparlera, sans doute plusieurs décennies, et dans les motifs d'optimisme que je porte, il y a l'idée selon laquelle finalement les démocraties ont aussi des raisons d'espérer. Je n'emploie pas cette expression exacte dans le livre, mais bien sûr ma présence aujourd'hui me permet d'utiliser cette expression et qu'au bout du compte, on n'est pas trop mal placé dans cette nouvelle compétition qui va commencer. Vous employez le mot de guerre froide, vous utilisez le mot de guerre tiède dans oui, votre livre. Guerre tiède, c'est pour dire... Alors, ce n'est pas un nouveau concept. Vous voyez, tous les spécialistes de relations internationales veulent avoir accolé leur nom à un concept. Voilà, il est l'inventeur du concept. Moi, je ne prétends pas inventer un concept. Non, c'est une expression. Une expression qui veut dire, ce n'est pas tout à fait la guerre froide. Il y aura peut-être davantage de conflits et de guerres à la périphérie, aux frontières entre ces ensembles. Mais, on en reparlera certainement, puisque c'est à mon sens un motif d'optimisme, mais il n'y a pas non plus le grand risque de guerre mondiale qu'on a connu, bien sûr, au XXe siècle, et même pendant la guerre froide, où on pensait qu'il y avait un très fort risque de troisième guerre mondiale. Donc, c'est une expression qui veut dire ça ressemble un peu à la guerre froide, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Voilà. Vous faites souvent référence dans votre livre, comparaison n'est pas raison bien évidemment, mais 1910, 1991, enfin vous inspirez de tout ça en disant que c'est pas la même chose non plus aujourd'hui. Alors, il faut regarder un petit peu. Pour lire l'avenir, il faut quand même toujours regarder un peu l'histoire. Alors oui, effectivement. D'ailleurs, j'avais écrit un petit ouvrage il y a quelques années qui s'appelait La revanche de l'histoire, qui était une sorte d'introduction d'ailleurs à la guerre des mondes. Je conseille de lire le premier avant le deuxième, puis le premier est paru en poche maintenant, donc il n'est pas cher. Donc peut-être qu'en bas, il y a une librairie qui fera le même. Je pense qu'il doit un package pour les deux. Non, plus sérieusement, les néo-empires, une des caractéristiques de
tous les États autoritaires, en particulier les pays révisionnistes, c'est d'instrumentaliser l'histoire encore plus fortement que ne font les pouvoirs politiques, même dans les démocraties, qui le font à leur manière. Donc c'est vrai que s'inspirer du passé, c'est une chose. Comparer avec le passé, c'est encore autre chose. Ils le font aussi, puisque sans arrêt, ces gens vous parlent des grandes batailles qui ont été gagnées ou perdues. Gagnées, donc c'est le souvenir glorieux. Perdues, c'est le traumatisme du passé. Mais sur les références historiques dont vous parlez, alors il y a deux choses. D'abord, je parle du traumatisme de 1999. Qu'est-ce qui s'est passé en 1999 ? Plein de choses, bien sûr. C'est juste avant le bug de l'an 2000 qui n'a jamais... vous voyez, dans les raisons d'espérer, les grandes peurs ne donnent pas toujours des résultats. C'est rien passé, finalement. Voilà. Mais en 99, il y a la guerre du Kosovo. Et au moment de la guerre du Kosovo, il y a un épisode qui ouvre le livre, d'ailleurs, qui voit le ministre des Affaires étrangères de l'époque de Russie, Yevgeny Primakov, arriver aux États-Unis, recevoir un coup de téléphone du vice-président Al Gore qui lui dit « Les opérations vont commencer dans l'heure qui vient ». Et Yevgeny Primakov ordonne aux pilotes de faire demi-tour, et c'est le demi-tour le plus célèbre de la diplomatie russe depuis 1990, puisque c'est un acte de refus de la suprématie américaine. Voilà. Pour la Russie, c'est vécu, pour le pouvoir russe, c'est important, pas forcément pour tous les Russes, c'est vécu comme une sorte d'humiliation. La Russie n'est plus une grande puissance capable de co-gérer avec les États-Unis les affaires du monde. Et puis, c'est aussi une humiliation ressentie, en tout cas dite comme telle, par la Chine. On l'a souvent oublié, mais je suis sûr qu'il y a des histoires. Vu l'assistance nombreuse, je vous en remercie d'être aussi nombreux ici, il y a sûrement des historiens ou des gens qui connaissent bien l'histoire qui se souviennent du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade. Tout à fait, à Belgrade. Il y a des opérations militaires menées par l'OTAN, les États-Unis en particulier, et il y a une bombe qui tombe sur l'ambassade de Chine à Belgrade. C'est une erreur de tir, j'en suis personnellement absolument certain. Les Chinois ont toujours été persuadés que c'était absolument pas une erreur de tir. C'était pour eux une humiliation. La Chine considère que ce jour-là, l'Amérique lui envoie un signal et dit « Attention, si vous n'êtes pas raisonnable, les prochains, ça pourrait être vous ». Je n'exagère pas, c'est comme ça que ça a été transmis dans l'héritage politique chinois depuis 1999. D'ailleurs, la Chine vient d'inaugurer à Belgrade, à la place un musée de l'ancienne... Non, pas un musée, le plus grand centre culturel chinois d'Europe. Oui, c'est ça, un centre culturel. Exactement, c'est pas du tout par hasard. Donc, il y a ces humiliations prétendues, en tout cas présentées comme telles, qui sont effectivement centrales pour comprendre le comportement de ces néo-autoritaires ou de ces néo-empires. Et puis, il y a ensuite les références qui sont, puisque vous avez parlé de 1910, moi, ce que j'aime dire, c'est que nos années 2020, elles ressemblent à la fois aux années 1910, la rivalité des empires, aux années 1930, la montée des autoritarismes, voire des fascismes, puisque la Russie est aujourd'hui, à mon sens, un État quasi fasciste, et la Chine est le premier totalitarisme du XXIe siècle. Et aux années 1950, alors c'est comme les musiciens sur scène, il faut regarder tout le monde pour regarder son public. Madame, messieurs, je vous salue. Voilà, être sûr que je vois tout le monde. Les années 1950, pourquoi ? Parce que c'est le début de la guerre froide et qu'on retrouve exactement les mêmes symboles, les mêmes débats. Aux États-Unis, on se demandait à l'époque, est-ce qu'il faut s'intéresser d'abord à l'Asie ou plutôt à l'Europe ? C'est le moment de la guerre de Corée. La guerre d'Ukraine, c'est peut-être la guerre fondatrice de cette quasi-guerre froide que nous allons connaître, tout comme la guerre de Corée avait été la grande guerre fondatrice de la guerre froide. Et puis alors, sur le plan symbolique, c'est extraordinaire. Vous avez eu, il y a quelques mois, vous vous souvenez de ce ballon qui survole le territoire américain. Tout à fait. Et pour tous les Américains qui ont vécu cette période-là, mais c'est le Spoutnik. C'est le même traumatisme, entre guillemets, pour les États-Unis qu'en 1957, quand pour la première fois, un satellite artificiel fait bip, bip, bip au-dessus de votre tête. C'était, évidemment, le Spoutnik était un choc beaucoup plus important. Mais on retrouve ces symboles qui rappellent beaucoup la naissance de la guerre froide. Donc voilà, nos années 20, c'est à la fois les années 1910, les années 30 et les années 50. Cette émergence des néo-empires, donc les quatre que vous avez cités, quelle est la part de responsabilité de l'Occident dans la nouvelle place que veulent se tailler ces néo-empires ? Alors moi, je trouve que l'Occident en fait un petit peu trop dans la repentance et dans la culpabilité. Je ne vais pas dire que nous n'avons pas notre part de responsabilité dans la dégradation du climat international depuis 30 ans. Elle est évidente. Parfois, nous disons des choses complètement absurdes. On se souvient par exemple de Barack Obama disant publiquement
La Russie, finalement, c'est une puissance régionale. Tous ceux qui ont côtoyé les dirigeants russes à ce moment-là ont dit que ça a mis Poutine dans une colère et lui a donné une volonté, justement, de revanche qui a encore ajouté à ce qui était déjà sa volonté de revanche préexistante. Et qui attise le sentiment nationaliste, évidemment. Et qui attise, évidemment. Donc, alors, je vous cite une petite erreur comme celle-là, mais il y a en diplomatie, malheureusement, certaines erreurs peuvent peser très lourd. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Donc, nous avons parfois, bien sûr, notre responsabilité, mais nous avons trop tendance, à mon sens, à accepter, prendre pour argent comptant ce soi-disant récit de l'humiliation, comme si nous avions... Alors d'abord, il y a quand même... les Chinois nous parlent encore des traités inégaux signés avec les puissances voisinantes. Nous parlons encore de l'entrée en force des Américains, des Britanniques et des Français en Chine. Écoutez, il y a un moment où chaque pays est responsable de ce qu'il fait. Voilà, c'est un petit peu comme, bien sûr, sur la colonisation, par exemple, française ou britannique. Bien sûr, nous avons une responsabilité terrible dans un certain nombre de choses qui ont été faites à l'époque. Bien sûr, le legs de la colonisation, c'est quelque chose qui est encore porté par ces peuples. Même tout mettre sur le dos de la colonisation, ça va 5 minutes. Bon, pardon, j'exagère un petit peu, je force le trait légèrement, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons tendance, et c'est une forme d'hubris, c'est-à-dire d'idée de nous-mêmes qui est, à mon avis, excessive, comme si nous étions responsables de tout, mais ça veut dire que comme si nous pouvions être la cause de tout. Mais non, l'Occident n'est pas aussi puissant que cela. Et nous ne sommes pas responsables du fait que la Russie se dirige de plus en plus vers la Chine. Ça fait 30 ans que ça dure. Nous ne sommes pas responsables du fait que Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. On a dit, et ça a été un grand débat entre spécialistes des relations internationales depuis 3 ans, est-ce que c'est la volonté d'expansion de l'OTAN qui a été responsable finalement un petit peu tout à fait. Alors pour moi, c'est l'argument de la jupe trop courte. Ah, c'est l'argument de la jupe trop courte. Oui, monsieur le juge, j'ai agressé cette femme, mais quand même, sa jupe était un petit peu courte. J'exagère un tout petit peu, là encore, c'est pour forcer le trait. Mais la vraie raison pour laquelle il était devenu insupportable pour Vladimir Poutine de voir l'Ukraine s'éloigner, c'est que les Ukrainiens ne voulaient plus de la Russie. En d'autres termes, c'est pas l'Occident qui est allé vers l'Est, c'est l'Ukraine qui est allée vers l'Ouest. Et c'est un phénomène que l'on commence à voir en Ukraine à partir du début des années 2000 et qui arrive en apothéose, en quelque sorte, en 2013, lorsque les Ukrainiens sont un peu sommés de choisir entre faire un accord d'association avec l'Union européenne ou un nouvel accord de coopération économique avec la Russie. Et les Ukrainiens sont majoritairement en faveur de l'Union européenne. Et puis le président ukrainien, qui est un homme de la Russie, il vient de recevoir un coup de fil du Kremlin. Il lui dit non, tu vas arrêter ça tout de suite. Et il décide d'arrêter. Et là, les Ukrainiens se révoltent. Ça a été la fameuse révolte de Maïdan. Donc c'est une longue manière de rappeler une histoire qui est très, très proche de nous, mais qu'il faut toujours rappeler. Le problème, c'est pas tant l'Occident qui a avancé que l'Ukraine qui a décidé par elle-même d'aller vers l'Ouest. Voilà. C'est quelques exemples pour vous dire que je pense que même si nous avons bien sûr, nous occidentaux, notre part de responsabilité dans énormément de tragédies de l'époque contemporaine, je pense qu'on en fait un petit peu trop et que là, on bat notre coulpe parfois un petit peu trop et on prend souvent un peu trop pour argent comptant le discours officiel de ces pays qui veulent finalement tout mettre tous les maux du monde sur le dos du seul Occident. Voilà. Vous consacrez de longues pages à la position et à l'évolution de la Russie et de la Chine. Attardons-nous un petit peu sur la Russie. Effectivement, vous venez déjà d'en parler, l'invasion de l'Ukraine. Quel est le dessein? Alors, vous avez déjà donné quelques éléments. Poutine, parce qu'il est difficile de dissocier les hommes, en l'occurrence Vladimir Poutine et Xi Jinping, sur la façon dont procèdent ces deux pays. Son rêve, c'est entre Pierre le Grand et Staline? Oui, il n'y a pas vraiment d'idéologie du poutinisme. Il faut quand même regarder les choses de manière extrêmement crue. La Russie est gouvernée par un syndicat mafieux.
un syndicat mafieux dans lequel... cette expression, je l'utilisais il y a 5-6 ans, et j'avais des experts de la Russie qui me disaient « Oui, quand même, tu exagères un petit peu. » Bon, je pense qu'au contraire, les événements... Vous savez, parfois, quand on n'est pas spécialiste d'un pays, on peut avoir un regard un petit peu décalé et parfois plus juste que celui des spécialistes du pays. Je ne dis pas avoir raison contre tous les spécialistes des pays, hein, c'est pas... mais j'allais dire que ça, c'était un point de vue qui n'était pas partagé par la majorité des experts du pays à l'époque. Mais il n'y a pas vraiment d'idéologie du poutinisme. C'est quand même des enjeux de pouvoir et d'argent et d'ego avant toute autre chose. Bien. Ceci étant posé, aujourd'hui, c'est vrai que la manière de fonctionner du poutinisme, c'est un étrange alliage de tsarisme et de stalinisme. Et quand je dis de stalinisme, c'est aussi parce que Staline a été réhabilité dans l'histoire, dans les manuels d'histoire, dans les cours d'histoire, et que autant Lénine est vilipendié dans l'histoire officielle russe aujourd'hui, parce que Lénine, c'est l'instabilité, Lénine, c'est la révolution, et Lénine, c'est plus de pouvoir aux nations constitutives de l'Union soviétique. Alors, Staline, c'est l'inverse. Et donc, il y a une déshabilitation, si j'ose dire, de Lénine et une réhabilitation de Staline. Et puis le tsarisme, évidemment, on en voit presque tous les jours les manifestations. Donc voilà, c'est une sorte d'étrange alliage dans la pratique du pouvoir, si ce n'est dans l'idéologie, qui est effectivement à l'œuvre aujourd'hui en Russie. Poutine ne s'est jamais remis de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais il ne pouvait pas dire que c'est un traumatisme. Vous savez, il faut quand même personnaliser un petit peu, vous avez raison de le souligner, les relations internationales. Dans des très grands États comme la Russie ou la Chine, qui est au pouvoir au sommet, ça compte. Et leur psychologie compte aussi. Poutine, c'est quelqu'un qui... On pourrait parler de Netanyahou aujourd'hui aussi. Exactement, bien sûr. Netanyahou n'est pas Israël, mais il se retrouve que c'est le Premier ministre. Voilà. Bon, maintenant, il n'est plus tout seul. Mais Netanyahou a quand même beaucoup moins de pouvoir aujourd'hui sur Israël que Poutine n'en a sur la Russie ou Xi Jinping sur la Chine. Tout à fait. Les démocraties sont très imparfaites, mais quand même, les équilibres de pouvoir au sein de la classe dirigeante, ils sont réels. Et les garde-fous. Et les garde-fous dans tous les sens du terme. D'ailleurs, mais Poutine, personnellement, ne s'est jamais remis du fait qu'il est agent du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est à l'époque, et il voit des foules se lever, manifester, investir les locaux du KGB, d'ailleurs, à Dresde, et c'est un traumatisme. Pour lui, c'est pas... simplement une idée qui s'écroule, c'est son monde personnel qui s'écroule. Et donc, oui, je pense que dans les traumatismes personnels de la vie et de la carrière des dirigeants, il y a des épisodes importants. Voilà, donc je ne suis pas psychologue, encore moins psychiatre, et je sais que les psychiatres disent qu'il ne faut jamais psychiatriser ou psychologiser à distance, on ne fait pas de diagnostic à distance. Enfin, il me semble qu'effectivement, il y a des traumatismes importants chez cette personne, de même que quand il a été humilié dans la rue, il a développé cette culture du caïd, du gang, où il faut toujours humilier son adversaire, il faut toujours jamais le permettre de se relever. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont compté. Et enfin, dernier élément, parce que vous l'avez demandé à propos de Poutine, il est difficile de penser que l'invasion de l'Ukraine se serait passée exactement de la même manière si Poutine n'avait pas été un dirigeant totalement isolé physiquement, puisqu'il a eu peur panique des microbes, donc il a été isolé. Vous vous souvenez de la table, la fameuse table? Ah ben oui. Bah, la table, c'était pas 15 mètres de long. C'était pas simplement pour embêter Macron, c'était aussi parce qu'à ce moment-là, Poutine a une peur panique du Covid. Bon. Et non seulement il ne voyait plus personne, mais il n'écoutait plus personne. Et c'est malheureusement une caractéristique de ces pays. Plus ça va, plus ils s'isolent et plus ils n'écoutent que des gens qui pensent comme eux. Parce que plus personne n'ose leur dire « Tu es sûr que c'est une... » Il n'y a plus de fou du roi. Et quand il n'y a plus de fou du roi, il n'y a personne pour vous dire « Tu sais, ton invasion de l'Ukraine, je le sens moyen. » Oui, non, ça, je pense qu'il n'est pas encore né, celui-là. Ou alors, il a disparu des écrans radars, celui qui aurait osé lui dire... Et je pense qu'il a peut-être même disparu tout court. Oui, disparu tout court. Comment expliquez-vous ce rapprochement, on l'a encore vu il y a quelques semaines, Poutine, Xi Jinping qui se rencontrent, Poutine qui s'est proposé comme médiateur d'ailleurs du conflit entre Israël et rien ne l'arrête. Oui, ça, oui. Aucune honte. Oui. Alors, c'est deux choses différentes. C'est question, voilà. Ouais, alors, d'abord, sur Poutine-Xi, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire, on va dire. Ils ont un agenda commun.
qui est la revanche contre l'Occident. C'est ça. Ils s'échangent des méthodes. Il y a par exemple un accord entre eux, un accord entre les deux pays sur les meilleures techniques de désinformation pour semer un peu la zizanie en Occident. Il y a un accord technique entre eux, ils s'échangent des techniques. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. La Russie est un grand pays de ressources. La Chine a besoin de ses ressources. Les gaz et pétrole. Voilà. Ils ont besoin de leurs votes respectifs au Conseil de sécurité des Nations Unies. Seulement, voilà, Poutine a transformé, comme le disait Boris Nemtsov, un opposant à Poutine qui lui aussi a disparu non seulement des écrans radars, mais des écrans tout court. Il disait en 2008, je crois, que, je cite, Poutine allait transformer la Russie en colonie minière de la Chine. C'était bien vu. C'était bien vu parce que dans le couple sino-russe, il y a un partenaire junior et contrairement aux années 50, cette fois, c'est plus la Chine. Voilà. Alors, ensuite, sur la proposition de Poutine de se poser en médiateur, alors d'abord, j'en étais certain, personnellement, je crois même que je l'ai écrit avant qu'il le dise, parce que d'abord, plus c'est gros, plus ça va. Vous le connaissez très bien. Pardon ? Vous le connaissez bien. Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont rencontré à plusieurs étapes différentes de sa carrière. C'est pour ça que ceux qui disent il a changé, non, il n'a pas changé. Ça a toujours été le même. Simplement, il présentait un visage différent. Mais sa structure profonde, elle est là depuis longtemps, à mon sens. Alors, Poutine, c'est vrai, il a des bonnes relations avec tout le monde. Avec Netanyahou, un homme fort. En plus, il y a une composante aujourd'hui très importante de la population russe, de la population israélienne qui est d'origine russe. Et donc, c'est vrai que Poutine et Netanyahou avaient de très bonnes relations. Avec les pays arabes et le Hamas, ça se passe très bien aussi. Et donc, ce très benoîtement, il me dit « Mais moi, je pourrais peut-être être le médiateur. » Bon, ça n'a... évidemment, personne n'a besoin de médiateur dans l'affaire. En plus, sauf pour la question de la libération des otages. Et il y avait déjà un médiateur qui était évidemment le Qatar, avec l'aide de l'Égypte et d'autres. Mais c'est vrai que c'est typique de ce type de comportement où aujourd'hui, non seulement ces pays veulent absolument prendre leur revanche contre l'Occident, mais se présentent comme des faiseurs de paix. La Chine a, avec un certain succès, réussi à faire que les Saoudiens et les Iraniens rétablissent leurs relations diplomatiques. Poutine, effectivement, à un moment, a proposé cela parce que finalement, eux se disent défenseurs d'une nouvelle pratique des relations internationales. Pour l'instant, ça ne marche pas super bien. Le jour où Xi Jinping arrivera à faire la paix entre Israël à régler le problème de la paix au Proche-Orient, là, on pourra tirer son chapeau. Pour l'instant, c'est plus un discours qu'autre chose, une posture qu'autre chose. Ce sont des pays qui veulent gagner ce qu'on appelle, j'aime pas du tout cette expression, le Sud global. J'aime pas du tout cette expression parce que je pense que ça veut rien dire. Il n'y a pas un acteur qui s'appelle le Sud global. Il y a des pays émergents, des pays très développés, des pays pas du tout développés. Il n'y a aucune homogénéité dans cette expression. Mais c'est vrai, voilà, cette ambition d'attirer à soi et de construire une nouvelle image de la Russie et de la Chine face à l'Occident, c'est vrai, ils la partagent tous les deux. Pardon, ma réponse était un peu longue, mais vous m'avez... Non, pas du tout. Il y avait plusieurs fils à tirer. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelques années, on disait la Chine est sur la voie de devenir l'une des premières puissances du monde, sinon la première puissance du monde. On se rend compte aujourd'hui, et vous le rappelez dans votre livre, qu'on est loin du compte, voire même, non pas une certaine régression, je ne sais pas, c'est probablement pas le terme qui convient, mais la Chine... étant un peu en difficulté quand même. Alors, pour ceux qui pensent qu'effectivement, on va arriver aux raisons d'espérer, pour ceux qui pensent que l'Occident c'est fini, pour faire simple, là, il y a plutôt des nouvelles qui vont dans le sens inverse. Pourquoi ? Parce que la Chine est en train de commencer sa révolution démographique négative beaucoup plus rapidement que ne le pensait la majorité des démographes il y a seulement une dizaine d'années. Pourquoi c'est important ? D'abord, ça va très vite. Le déclin de la population chinoise a très probablement commencé. L'âge médian des Chinois est déjà depuis une dizaine d'années supérieur à l'âge médian des Américains. Le problème de la démographie est important aussi en Russie. On en parlera peut-être un peu plus tard. On en parlera aussi. Tout à fait. Mais on savait que la Chine allait avoir un gros problème démographique, mais on ne savait pas que ça allait venir aussi vite. Voilà, pour faire simple. La démographie chinoise est en train de s'effondrer à un rythme qui est plus rapide que
estimé à beaucoup de démographes. Or, la phrase n'est pas de moi, elle a beaucoup été utilisée depuis une vingtaine d'années. La Chine va vieillir avant de devenir riche. C'est-à-dire que quand on est le Japon, bon, on peut se permettre d'avoir un certain déclin de sa population parce qu'on est un pays riche. On est un pays qui invente beaucoup de choses, un pays qui a des ressources pour ses retraités. Voilà. La Chine n'a pas grand-chose. Bien sûr, elle invente des choses, mais elle n'est pas du tout... elle copie encore beaucoup plus qu'elle n'invente elle-même. Bon, quand on regarde le nombre de brevets soumis par la Chine à l'international, on voit qu'il y en a quand même beaucoup moins que ce que déposent les Américains, par exemple. Et donc, le problème de la force de travail chinoise va se poser très très vite. Or, le problème de la force de travail, c'est aussi le problème de la croissance. C'est une longue manière de vous dire que s'il y avait un sport très pratiqué par les prospectivistes il y a une dizaine d'années encore, il consistait à dire quelle est la date à laquelle l'économie chinoise va dépasser l'économie américaine. Alors, chacun y allait de son modèle, de sa prévision, de ses courbes, avec des démonstrations parfois convaincantes. Mais là, les modèles sont en train de nous dire finalement, ça sera sans doute jamais. C'est pas encore totalement certain, mais la tendance se dessine nettement parce que la démographie est importante pour prévoir... Alors, il n'y a pas que la démographie, il y a un certain nombre de lourdeurs, de pesanteurs, de problèmes chinois qui sont encore plus graves que les problèmes occidentaux, on va dire. Mais la démographie, d'abord, ça permet de prévoir un peu les choses d'ici 20 ans, puisque c'est vraiment des tendances lourdes, c'est des tankers, hein, ça ne tourne pas en quelques mètres. Et ce qui va se passer, c'est que la population active chinoise va décliner tellement rapidement qu'il est extrêmement difficile d'imaginer qu'elle pourra retrouver des niveaux de croissance importants. Et comparativement, l'Amérique est mieux placée, l'Occident est pas mal placé. Je dis souvent que cette guerre des mondes, ça sera autant une épreuve de faiblesse qu'une épreuve de force. C'est à qui aura les faiblesses les moindres. Nous avons énormément de problèmes, y compris démographiques d'ailleurs, en Europe par exemple. Mais j'allais dire que l'Occident pris dans un sens très large, c'est-à-dire on va dire la famille plutôt démocratique, libérale, on va dire les pays de l'OCDE, les 38 pays de l'OCDE, finalement ils ont moins de problèmes que leurs adversaires, la Chine ou encore la Russie par exemple, qui sur le plan démographique, alors là c'est une catastrophe complète. Oui, j'aimerais que vous vous attardiez effectivement, parce que ça c'est peut-être un peu moins perceptible pour nous, pour beaucoup d'entre nous, ça l'était pour moi en tout cas. Il y a un réel problème de démographie en Russie, au point que d'ailleurs ça faisait peut-être partie du plan de Poutine de se dire, effectivement, en annexant l'Ukraine, je vais régénérer un peu ma population, parce que l'Est de la Russie s'asiatise, on va dire, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais vous aurez compris. Ça participe aussi de sa volonté d'envahir l'hégémonie. J'irai pas jusque-là, mais pas loin. D'abord, vous avez raison de dire la Russie s'asiatise, c'est fondamental. La Russie marchait, depuis 3 siècles, la Russie marchait sur 2 jambes, une jambe européenne, une jambe asiatique. Voilà. Le départ de l'Ukraine est à mon avis un véritable tournant historique qui va sans doute clore un cycle de 3 siècles qui avait commencé en 1709, la bataille de Poltava, où la Suède avait été vaincue par la Russie. C'est l'entrée de la Russie en Europe, véritablement. Nous, Français, nous considérons souvent la Russie comme étant naturellement un pays européen. Mais non, nous oublions trop souvent que la Russie a un héritage asiatique, notamment tataro-mongol, extrêmement important. Or, le départ de l'Ukraine, c'est une véritable amputation pour la Russie. Une amputation d'une partie de son héritage, de sa culture. L'Ukraine a donné énormément à la Russie dans ses élites et dans sa culture. On l'a un petit peu oublié à cause de quoi ? À cause de l'Union soviétique. C'est comme aussi quand on dit les 20 millions de morts russes pendant la... Non, c'était 20 millions de morts soviétiques. Soviétiques, c'était pas pareil. Et donc, si vous voulez, la Russie sans l'Ukraine va être un pays qui s'asiatise encore plus rapidement. Je dis encore plus rapidement parce que le choix de Vladimir Poutine, c'était quand même d'en faire un pays eurasiatique et qui marchait autant sur la jambe asiatique que sur la jambe européenne. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer, je pense, dans l'histoire de la Russie. Après, il y a le problème démographique. Aujourd'hui, la Russie, comme beaucoup de pays d'Europe orientale, qui étaient traditionnellement considérés comme faisant partie de l'Europe orientale, elle a ce que j'ai appelé la triple peine démographique. C'est-à-dire baisse de la natalité, hausse de la mortalité, hausse de l'émigration.
Alors, sur le plan migratoire, c'est compliqué parce que la Russie, on ne le sait pas toujours, mais est un immense carrefour migratoire. Il y a énormément d'entrées, énormément de sorties, notamment à cause du travail des travailleurs d'Asie centrale, qui sont très nombreux à faire d'année en année la navette entre la Russie et l'Asie centrale. La natalité a considérablement décru, au point qu'on voit même ces jours-ci des débats en Russie très officiels lancés par Poutine sur, par exemple, la remise en cause du droit à l'avortement. À la fois au nom de certains principes prétendument culturels qui seraient ceux de la vraie culture européenne conservatrice, quelque chose que... Enfin, c'est une imposture totale. Hein. Les gens qui nous disaient la Russie, on entendait ça il y a encore 10 ans en Europe. Hein. La Russie détentrice des vraies valeurs chrétiennes, c'est une blague. C'est le taux d'avortement, de mariage, d'homicide, de suicide. C'est pas a priori l'héritage, enfin, les plus grandes manifestations de l'héritage chrétien. Bref, tout ça pour dire que en ce moment, il y a une remise en cause de l'avortement en Russie au nom bien sûr. de la défense du taux de natalité. La mortalité, c'est plus difficile. La mortalité, c'est quoi? C'est essentiellement des hommes qui meurent jeunes. Non, avant la guerre, c'est des hommes qui meurent jeunes à cause de l'alcool. Voilà, essentiellement ça. Bon. L'alcool qui est malheureusement aussi responsable dans les familles russes de la hausse enfin, l'alcool et la pollution ont malheureusement aussi été responsables d'un très grand nombre de naissances prématurées, de décès, d'une mortalité infantile très importante, de malformations, etc. Bon, c'est un autre sujet. Donc tout ça pour dire que le problème démographique russe, il est considérable. Et déjà que c'est un pays qui a du mal à peupler tout son territoire, on va dire. Hein, on voit que même l'Extrême-Orient, ce qu'on appelle nous en France parfois la Sibérie. En fait, la Sibérie, c'est au milieu, l'Extrême-Orient, c'est tout au bout. L'Extrême-Orient est en train de se dépeupler alors que c'était la frontière. C'était un petit peu l'Amérique avait son Far West, la Russie avait son Far East. Mais, manque de bol, c'est en train de se dépeupler. Tout ça pour vous dire que le défi démographique russe est encore plus important que le défi démographique chinois. C'est l'une des explications de ces enlèvements d'enfants qu'on a pu... Alors, vous avez raison, parce que je n'ai pas répondu à la question. Est-ce que Poutine envahit l'Ukraine pour gagner de la population? Régénérer. Je dirais que ça a dû être une sorte de bonus. Pardon, c'est très cynique, hein, mais dans les raisons pour lesquelles il pense justifier de faire cela, il y a sans doute aussi l'idée que c'est peut-être une bonne idée pour gagner encore de la population. Vous envahissez la Crimée, le jour où vous l'annexez, pouf, 2 millions d'habitants chez vous en plus. Sur le plan statistique, c'est pas inintéressant. Vous annexez les oblasts, les régions ukrainiennes, pouf, quelques millions d'habitants en plus. Bien sûr. Voilà. Et malheureusement aussi, il y a les enlèvements d'enfants. Et ça, c'est terrible parce que à peu près tout ce que fait Poutine à l'international est inacceptable. Mais là, c'est absolument terrifiant parce qu'il y a très probablement une stratégie délibérée d'enlèvement d'enfants ukrainiens, orphelins ou pas d'ailleurs, pour les placer dans des familles russes et en faire des Russes. Alors, ça ne concerne pas des nombres considérables, c'est pas ça qui va changer la démographie russe. Mais je pense que malheureusement, ça fait aujourd'hui partie de la stratégie du Kremlin pour, entre guillemets, régénérer la nation russe. C'est terrible, c'est pas vraiment une raison d'espérer. La raison d'espérer, c'est que je crois que c'est une cause qui mobilise énormément les opinions européennes et qu'on ne lâchera pas. On ne le lâchera pas là-dessus. Il ne faudra pas le lâcher, il ne faudra pas surtout les lâcher, les enfants. Je reviens, Russie-Chine, on va faire des allers-retours régulièrement. Vous pointez de chaque côté de l'amour. Voilà. De chaque côté de l'amour, c'est le fleuve amour. Le fleuve frontière. Là, ce n'est pas des raisons d'espérer, c'est peut-être des raisons de craindre. Vous développez le risque que vous voyez autour de Taïwan. Oui. Entre la Chine et Taïwan. Oui. Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur... Alors, là où il y a une raison d'espérer, c'est que je pense effectivement, et je développe le sujet de manière assez importante dans le livre, ne me croyez pas sur parole. Non, j'ai lu. Lisez vraiment ça. Je disais ça pour l'auditoire. Oui. Alors d'abord, je pense que le risque d'embrasement généralisé ou de Troisième Guerre mondiale, de manière générale, aujourd'hui... Vous l'écartez. Je l'écarte. Je ne dis jamais il est nul, mais je pense qu'il est extraordinairement faible. Le fait de voir aujourd'hui autour de nous, Européens, plusieurs grands conflits simultanés. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu le Caucase, ne l'oublions pas. L'Arménie, l'Azerbaïdjan. Il y a Gaza.
il y a toute l'instabilité dans la bande sahélo-saharienne, il y a tout cela, je comprends que ça fasse peur. Mais il n'y a pas de raison de penser que tout ceci puisse se superimposer et s'enchaîner d'une telle sorte que ça devienne une sorte de grande conflagration mondiale. Deuxièmement, il y a la question du risque Chine-Taïwan et donc États-Unis-Chine, qui là serait pour le coup un conflit. Alors, si vous avez aimé l'Ukraine, vous adorerez Taïwan, parce que les répercussions économiques seraient bien plus importantes que celles, ou encore plus importantes que celles de la guerre d'Ukraine, et les conséquences... Parce qu'il faut rappeler que Taïwan, non seulement est une démocratie, mais c'est encore ça, c'est l'un des premiers producteurs de semi-conducteurs. Oui, mais pas seulement, parce que d'abord, il y aurait un effet psychologique considérable. C'est-à-dire que, pour faire simple, si le jour où le premier bateau chinois débarque sur Taïwan, les marchés asiatiques prennent 30, 40, 50% d'emblée. C'est psychologique. Et ça, forcément, ce qui se passe sur les marchés financiers finit par avoir un impact sur l'économie réelle. Les flux commerciaux seraient, bien sûr, au-delà de la question des semi-conducteurs, bouleversés d'une manière beaucoup plus importante que ça n'a été le cas pour l'Ukraine. Bon, l'Ukraine, c'était l'entrée. Le plat principal, c'est Taïwan. Pourtant, je pense que la probabilité de ce conflit est extrêmement faible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs, ce que j'appelle des cordes de rappel dans le système international. D'abord, il y a un ensemble d'alliances qui contribuent, à mon avis, à dissuader la Chine. Enfin, la Chine sait déjà qu'elle paierait un prix très élevé sur le plan militaire si elle devait s'emparer de Taïwan. Ça ne l'a pas empêché de s'emparer d'Hong Kong. Ah non, mais le prix n'était pas du tout le même. Elle savait à juste titre que Hong Kong, qui était déjà chinois, mais avec un statut particulier, c'était peut-être un test pour voir, enfin c'était aussi un test, enfin, la Chine essaie de manière générale, la République populaire de Chine essaie de consolider l'ensemble de son territoire, mater les Ouïghours, mater Hong Kong, et le dessert, si vous voulez, là je suis passé du plat principal au dessert, mais bon, c'est Taïwan. Taïwan, c'est dans l'objectif, bien sûr, de tout dirigeant chinois. Il faut réussir ce qu'ils appellent l'unification du pays avant 2049, 2049 étant, bien sûr, le centenaire de la fondation de la République. Ça, vous en faites effectivement un élément... Oui, je ne suis pas fondateur. le seul. Oui, mais je ne suis pas le seul. Là, pour le coup, il n'y a aucune originalité dans le propos que je viens de tenir. Mais... Xi Jinping sait que si c'était un jeu de cartes, on dirait il ferait tapis, il met tout sur la table. Il prendrait un risque considérable parce que ça pourrait mettre en cause même, si ça ne se passait pas comme prévu, la légitimité du Parti communiste chinois à gouverner la Chine. Le pacte implicite qui lie l'empereur à ces sujets. Il n'a pas droit à l'erreur. Donc, à mon avis, il fera très attention. Si ce risque existe, ça sera plutôt d'ici... 5 à 10 ans. Et tout l'enjeu pour les Occidentaux, c'est de l'en dissuader. Et il y a encore 2 cordes de rappel. Une qui existe encore, c'est pour ça que je dis que c'est une des raisons pour lesquelles ça ne passera probablement pas dans les années qui viennent. La première, c'est l'interdépendance économique qui existe entre la Chine, Taïwan, les États-Unis, l'Europe. On est encore très interdépendants. On dit qu'on fait du dérisquage. On limite certains risques dans nos approvisionnements et dans nos exportations. Mais on ne va pas découpler totalement les économies occidentales et chinoises. C'est impossible, enfin, en tout cas à échéance prévisible. Et ça fait partie des choses qui font un petit peu hésiter les dirigeants. Et puis il y a la dernière corde de rappel, la plus grosse, la plus solide, la plus importante, c'est la dissuasion nucléaire. Je voulais qu'on en parle. Mais la grande différence entre la Première Guerre mondiale, la Deuxième et l'hypothétique Troisième, c'est la dissuasion nucléaire. Ah, vous me direz, ça voudrait juste... dire que la troisième, elle sera terrible, particulièrement terrible. Non, c'est justement destiné à éviter la troisième, et pour l'instant, ça marche pas trop mal. Il est quand même extraordinaire à l'échelle de l'histoire des 3 derniers siècles de voir que nous n'avons pas eu de grands conflits militaires ouverts entre les principales puissances du moment depuis bientôt 80 ans. À l'échelle des 2 ou 3 derniers siècles, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, j'essaie d'être... Et pour vous, il est assez évident que c'est la dissuasion nucléaire qui... Non, ça y contribue. Ça y contribue. Là encore, on ne peut pas... Alors d'abord, il est impossible de démontrer... Est-ce que ça a marché Enfin, démontrer une proposition négative, c'est sur le plan philosophique et logique assez discutable. On ne peut pas le prouver. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis il est troublant.
il y a une corrélation de plus en plus troublante entre ces bientôt 80 ans sans conflit majeur entre les grandes puissances du moment, ce qui n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, et le fait que les armes nucléaires contribuent à, même pour Poutine, même pour Xi Jinping, ça les fait réfléchir 2 minutes avant de s'engager dans ce qui pourrait être un très, très grand conflit avec un pays disposant d'armes nucléaires. D'où un relatif optimisme de ma part sur cette question. Je pense que tout l'enjeu des 20 ans qui viennent, c'est d'essayer de trouver les moyens pour que soit la réunification se fasse de manière pacifique si les Taïwanais le souhaitent, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, soit les Chinois acceptent de repousser cette unification, j'allais dire, à un horizon extrêmement lointain. Bruno Tertré, comment lisez-vous la montée des nationalismes? On l'a vu en Argentine il y a quelques semaines, aux Pays-Bas, maintenant, enfin en tout cas des partis d'extrême droite. Comment vous interprétez? Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a nationalisme, populisme, extrême droite. Voilà, tout ça est un peu différent. Tous ces phénomènes, on les met un peu tous sous un même label, alors que c'est parfois assez différent. On peut être nationaliste sans être populiste. On peut être populiste sans être nationaliste. Et, très clairement, vous parlez de l'Argentine, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'être politologue pour savoir qu'on a une sorte de Trump. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'élection argentine? C'est du dégagisme. C'est-à-dire qu'il y a un dégoût, justifié ou pas, des Argentins pour le système qui les conduit à renverser la table. Voilà, le gars, il n'aurait pas été élu sans ça. Et ça, c'est un risque qui pèse sur toutes les démocraties. La démocratie, alors on ne va pas faire des grands dégagements sur la crise de la démocratie, mais je dis dans mon livre que pour sauver les démocraties, il faut sauver la démocratie. L'enjeu pour tous les responsables politiques européens et occidentaux, c'est d'arriver à faire en sorte que la démocratie continue à être perçue comme le système de démocratie tel qu'elle est pratiquée depuis longtemps chez nous, comme suffisamment performante pour ne pas donner envie aux électeurs de renverser la table et de faire un gigantesque bras d'honneur. Parce que l'élection argentine, c'est un gigantesque bras d'honneur. Voilà. C'est la promesse du grand nettoyage. Voilà. Alors, je ne vais pas parler je vais pas parler de la France, on n'est pas là pour faire des focus sur la France. Et encore une fois, je crois qu'il faut bien distinguer, dire la droite, l'espèce de populisme, néo-trumpisme d'une vulgarité inouïe qui n'a que d'équivalent chez Trump et Duterte aux Philippines quand il avait été élu. Voilà, c'est les candidats qui veulent renverser, qui témoignent d'une volonté du peuple souverain de renverser totalement la table. Il y a des partis dits de droite radicale ou des partis nationalistes qui sont quand même pas du même acabit. Bon, alors vous avez la variante Viktor Orban. Viktor Orban, c'est un peu plus malin. Il y a une vraie politique derrière. Le problème, c'est que Orban nous bloque un certain nombre de choses. Le problème de ces élections de ce type-là en Europe, c'est que ça grippe facilement la machine européenne. Orban a la capacité à lui seul de bloquer la réforme de la politique migratoire. Voilà. Madame Meloni, en Italie, c'est encore autre chose. Vous voyez, elle est finalement beaucoup plus raisonnable que ce que le craignaient certains sur beaucoup de sujets. Mais comme Orban, elle veut relancer la natalité, elle s'oppose à l'immigration. Voilà, elle se rend compte aussi que c'est pas simple de contrôler l'immigration sans les partenaires européens. Exactement. Et c'est ça la force de l'Europe. C'est ça la force de l'Europe, c'est que justement, ces pays-là se rendent compte, je parle de la Hongrie ou de l'Italie, ils se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent pas grand-chose. Et la grande force du projet européen, encore un petit motif d'optimisme, c'est que finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas grand-chose les uns sans les autres et qu'on est obligé d'être solidaire. Je ne dis pas qu'on va arriver demain à réformer la politique migratoire européenne, ce sur quoi tous les experts sont d'accord, il faut le faire. Mais l'Italie, elle se rend compte qu'elle ne peut pas régler ce problème toute seule, régler le problème migratoire tout seul. Orban s'en rend compte aussi. Il s'en rend compte aussi que les subventions européennes, ça l'arrange bien. Voilà. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas un ultra pessimiste sur le devenir de l'Europe, mais c'est vrai qu'il faut souhaiter que les démocraties occidentales, au sens très large du terme, y compris l'Argentine, pourquoi pas, parce qu'il y a un pays largement de culture occidentale, arrivent à faire fonctionner
le système et réforme les systèmes d'une manière suffisamment convaincante pour ne pas avoir un énorme accident démocratique comme ça s'est passé en Argentine il y a une semaine et comme ça pourrait bien sûr se passer dans un an aux États-Unis. Merci infiniment, Bruno Tertré. Merci beaucoup, merci de votre attention, de votre présence et des questions. Je pense qu'on aurait pu passer la soirée ensemble, mais je vous propose de retrouver Bruno Tertré pour les dédicaces tout à l'heure. La guerre des mondes, mais beaucoup, beaucoup d'espoir quand même. Continuons d'espérer. Merci.